Bonsoir tout le monde. J'aimerais bien vous présenter dans cette vidéo la première œuvre, à savoir la boîte à merveilles. Mais avant de commencer, j'aimerais bien que vous abonnez massivement pour m'encourager à poursuivre cette nouvelle aventure sur YouTube. Je vais commencer dès le titre, bien évidemment. Donc, le titre Boîte à merveilles. Auteur, c'est Ahmed Sfraoui. Date de parution, c'est 1954. Courant littéraire, littérature maghrébine d'expression française ou bien littérature marocaine d'expression française. Donc ce roman contient 12 chapitres. Parmi les thématiques traitées dans ce roman, on trouve la tradition, les mœurs, la société, l'ancien Médina, la solitude, les mystères, le merveille, la solidarité, l'exotisme, une autre thématique qui vient de s'ajouter la superstition. Donc il y en a plusieurs thématiques. Avant de commencer directement à lire, à interpréter ou bien analyser le roman, j'aimerais bien jeter un clin d'œil sur le titre, bien évidemment. Donc, euh, le titre, c'est La boîte à merveilles. Donc, le titre contient déjà une erreur grammaticale dans l'union entre les deux syntagmes nominaux qui forment le titre. En arabe, العنوان الكتاب أو الرواية فيه خطأ اللي هو بالنحو. C'est que la boîte à merveille, donc boîte, il est au singulier, donc merveille, il est au pluriel, c'est-à-dire les merveilles, donc boîte, le titre, خاص boîte aux merveilles, et non pas à merveille. Mais pourquoi Sfraoui a opté pour ce choix-là? C'est-à-dire, Sfraoui a opté pour ce choix, il a commis une erreur grammaticale au niveau du titre, c'est justement pour attirer plus d'attention, c'est justement pour inviter le lecteur à voir ce qui se passe dedans, c'est-à-dire à lire le roman, à comprendre et à interpréter le roman pour qu'il puisse partager ses sentiments, ses émotions et ses états d'âme. Surtout, quand on parle de l'écriture autobiographique, il a comme objectif principal, c'est de partager ses émotions, ses sentiments, afin de se rafraîchir, afin de se soulager. Bien, donc après avoir jeté un clin d'œil sur le titre, je vais jeter un clin d'œil aussi sur l'image. L'image sur la quatrième ou bien sur la première d'ouverture. Donc l'image sur laquelle figure un garçon dont le regard il est tendu et il est habillé en djellaba, il est assis au seuil de la porte. Donc deux femmes habillées en haïk et aussi des portes à rondeur et aussi la couleur. Si on ajoute tout ça à la couleur qui submerge l'image sur la première de couverture, on va trouver que le noir. Donc le noir qui connote le sens de l'obscurité, le sens de la nuit, le sens aussi de la perte, le sens de désespoir, le sens aussi de tout ce qui est imagination et aussi de la rêverie. Je passe au premier chapitre, je vais lire et au fur et à mesure je vais interpréter ou bien analyser. Donc, le narrateur commence son texte par le soir. Donc, c'est un indicateur de temps qui nous permet à la fois de contextualiser les événements dans leur contexte temporel, bien évidemment. Donc, le soir connote aussi la nuit, connote aussi l'obscurité, connote aussi la solitude, connote aussi les rêves et les merveilles. Donc, il a ajouté quand tout dorment, les riches dans leurs chaudes couvertures, les pauvres sur les marches des boutiques ou sous les porches des palais. Donc, dès la première phrase, c'est-à-dire cette comparaison entre les riches et les pauvres, donc le lecteur, il est un petit peu dérouté. C'est que on pourrait imaginer qu'il s'agit d'un roman sociologique ou bien d'un essai sociologique qui parlera des conflits entre les classes ou bien des classes sociales au Maroc à l'époque de Sfraoui. Mais chaque fois que le narrateur surgit ou bien apparaît dans le texte, je. Donc le je, c'est à la fois le je auteur, le je narrateur et le je personnage principal. Je vais dire, et j'assume toute la responsabilité de dire que le jeu, c'est il est l'auteur, il est le narrateur, il est le personnage. Pourquoi? Parce que le jeu personnage s'appelle Sidi Mohamed, alors que l'auteur s'appelle Ahmed. Alors,
Dans la tradition arabe, donc le Hamid, Mohammed et Ahmed, c'est le même nom. C'est-à-dire, et voilà, voilà la caractéristique essentielle du roman autobiographique. Puisqu'on parle de la boîte à merveilles, on parle d'un roman autobiographique et non pas d'une autobiographie. Donc, quelle est la différence? C'est que dans le roman autobiographique, l'auteur crée un double, c'est-à-dire il crée un personnage auquel il allègue la mission de raconter l'histoire ou bien de raconter les événements, sans que le lecteur soit averti que le personnage principal, c'est lui-même l'auteur, c'est-à-dire sans que le lecteur soit averti que le narrateur, celui qui raconte, c'est lui-même l'auteur. Donc, il y a soi-disant, il y a une illusion. Alors que dans l'autobiographie, on le sait déjà dès la première ligne, on sait que l'auteur, c'est lui-même le narrateur, n'est-ce pas? Donc, l'une des caractéristiques essentielles du roman autobiographique, c'est le jeu auteur est égal à jeu narrateur est égal à jeu personnage principal, ou bien ça s'inscrit dans ce qu'on appelle le pacte autobiographique. Donc il a dit, je songe. Donc, songer, ce n'est pas penser. Donc, je songe, elle est beaucoup plus profonde que je pense. Donc, je songe, mais d'une façon méditative, c'est-à-dire d'une façon minutieuse. Je songe à quoi? À ma solitude. Donc, le narrateur se manifeste, se manifeste comme étant quelqu'un de solitaire dès le début, de solitaire dès son enfance jusqu'à la fin, c'est-à-dire jusqu'au moment où il va nous écrire son roman La boîte à merveilles. Donc je songe à ma solitude, je sens tout le poids. Ma solitude ne date pas d'hier, c'est-à-dire sa solitude n'est pas venue ou bien n'est pas un résultat d'un tel ou bien d'une telle circonstance, mais il est soi-disant, il est né avec lui. Je vois. Donc là, le narrateur adulte, c'est-à-dire qui coïncide avec le personnage ou bien avec la personne de Sfrewi, fait un retour en arrière. Donc le retour en arrière lui permet à la fois de se rappeler de l'ensemble des événements qui ont meublé sa vie et aussi permet au lecteur de saisir la situation initiale du roman ou bien de toute l'œuvre. C'est que puisque le roman autobiographique ou bien l'autobiographie est un récit rétrospectif, c'est-à-dire en arabe stirja'i, introspectif, c'est-à-dire qui se rattache à analyser des événements immédiats, et aussi prospectif. Donc stirja'i ويعالج قضية نتاع هذاك le présent, et prospectif, c'est-à-dire il se plonge vers l'avenir. Donc, je vois au fond d'une impasse que le soleil ne visite jamais un garçon, ou bien voilà, un petit garçon de 6 ans dressait un piège. Donc, le narrateur adulte revient à son enfance pour se concevoir sous forme d'un petit garçon de 6 ans qui court pour attraper un moineau. Alors, qu'est-ce que le narrateur va-t-il faire? Ou bien qu'est-ce que l'enfant va-t-il faire de ce moineau? Donc, ce moineau, il ne le mangera pas, il ne le martyrisera pas, il ne va pas le torturer, mais il veut en faire son compagnon. C'est que là, on peut comprendre, bien évidemment, que le narrateur a un manque d'amitié. C'est-à-dire, il est exclu ou bien il est sous-estimé par le monde extérieur. C'est-à-dire que le narrateur, le petit garçon de 6 ans, manque d'affectivité. Donc, on se rappelle, il est pris entre tout un ensemble d'espaces clos, la maison d'Al-Chouafa, le Msid, les petites ruelles de l'ancien Médina de Fès, c'est-à-dire c'est un espace clos qui manque de liberté, qui manque de mouvement et d'action. Donc ce narrateur pris entre de nombreux espaces clos, qu'est-ce qu'il va faire? Et en plus, il manque d'affectivité, il cherche à tisser une relation. Donc une relation qu'il va tisser, ce n'est pas avec les gens, ce n'est pas avec les hommes ou bien les bambins de l'école ou bien les bambins du quartier, etc., mais avec un moineau. Pourquoi un moineau? Un moineau, si on va aller plus loin dans l'analyse, on peut
conclure que le narrateur voulait bien être un oiseau pour qu'il puisse voler en toute liberté. Donc le narrateur cherche la liberté, cherche tout ce qui est mouvement, cherche tout ce qui est action. Bien, j'enchaîne. Dresse un piège pour attraper un moineau, mais le moineau ne vient jamais, il désire. Donc là, le verbe désirer, ce n'est pas aimer. Il n'a pas dit il aime, mais il a dit désirer. C'est-à-dire, c'est une volonté excessive d'avoir ou bien de vouloir tisser cette relation avec ce moineau. Il désire tant ce petit moineau, il ne le mangera pas, il ne le martyrisera pas, il veut en faire son compagnon. Les pieds nus sur la terre humide, il court jusqu'au bout de la ruelle pour voir passer les ânes et revient s'asseoir sur le seuil de la maison, attendre l'arrivée d'un moineau qui ne vient pas. C'est-à-dire, là c'est un paragraphe qui traite la thématique de la pauvreté, donc les pieds nus, il court dans la ruelle jusqu'à la fin pour voir. Qu'est-ce qu'il va voir? Il va voir les actions, il va voir les mouvements, les ânes en train de passer et de venir. Et puis, il revient au seuil de la porte pour attendre l'arrivée du moineau. Donc, qu'est-ce qu'on peut constater? On peut constater que son retour au seuil de la porte pour attendre le moineau qui ne vient pas, donc c'est un élément qui va introduire dans l'esprit du petit garçon un sentiment de désespoir. Ce qui va le conduire à entrer dans un état d'âme, dans un état soi-disant, de perte, dans un état d'anxiété. Quand il a dit, le soir, il rentre le cœur gros. Voilà l'anxiété. Le cœur gros, les yeux rougis, balançant au bout de son petit bras un piège en fil de cuivre. Donc après, on a « Nous habitions Darchouaf ». Donc le passage de « je » à « nous ». Donc le « je », c'est le narrateur. Le « nous », c'est le narrateur plus altérité, ou bien plus l'autre. C'est-à-dire, c'est un « je » plus tu, plus vous, etc. C'est-à-dire, c'est le narrateur plus son père, sa mère, les locataires, etc. etc. Donc, ce qui annonce que le narrateur cherche bien dans cette situation initiale, ou bien dans cet incipit, à nous présenter le cadre général de l'action, à savoir les personnages, le lieu, et aussi nous donner quelques éléments sur l'action, ou bien sur l'action romanesque, ou bien l'intrigue romanesque. Nous habitions Darchouafa, la maison de la voyante. Vous allez me dire, mais pourquoi il a traduit Darchouafa, ou bien la maison de la voyante? C'est-à-dire, là, il se peut que cet élément-là, ou bien cette question-là, il se peut qu'il soit proposé le jour de l'examen. Par exemple, on va vous demander pourquoi ces mots, ou bien les mots soulignés, sont écrits en italique. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que ces mots n'appartiennent pas à la langue française, ils font partie de la langue arabe, c'est ce qu'on appelle l'emprunt. Ils ont été empruntés de la langue arabe. Donc pourquoi le narrateur ou bien pourquoi l'auteur Sfraoui a utilisé ce procédé linguistique appelé l'emprunt? C'est-à-dire, puisqu'on écrit ou bien quand on a à produire une œuvre qui s'inscrit dans le cadre de la littérature maghrébine d'expression française, c'est-à-dire on ne s'adresse pas seulement à un lecteur arabophone ou bien berbérophone, c'est-à-dire qui sait le berbère et l'arabe, etc., mais on s'adresse à un lecteur français, bien évidemment, qu'il soit, ou bien qu'il se peut qu'il soit pas averti en langue dialectale marocaine pour qu'il puisse comprendre le contexte dans lequel on utilise ces mots. Au rez-de-chaussée habitait une voyante de grande réputation, des quartiers les plus éloignés des femmes de toutes les conditions. Là, on donne une petite partie de la thématique, d'une thématique essentielle, bien évidemment, de l'œuvre, c'est celle de la superstition, mais tout en critiquant sa pratique au Maroc. C'est-à-dire, quand il a dit des femmes de toutes les conditions venaient la consulter. C'est-à-dire, la superstition n'est pas une étiquette liée seulement aux pauvres, liée seulement à la partie populaire, mais il peut toucher aussi d'autres classes sociales. On peut trouver par exemple un médecin qui s'adonne à la superstition. On peut trouver aussi un intellectuel, un architecte, un homme de lettres, etc., de littérature, qui s'intéresse à la superstition aussi. Donc,
Elle était voyante et quelque peu sorcière, adepte de la confrérie de Gnawa. Là, si on veut interpréter cette indication de la confrérie de Gnawa, c'est que l'auteur Sfraoui voulait bien montrer que le Maroc est un tissu, c'est-à-dire est un tissu harmonieux où on peut trouver de toutes les races, des générations de toutes les races, de toutes les religions possibles, de toutes les appartenances sociales, politiques, etc., etc., que l'on imagine. Aussi, ce qui justifie l'utilisation du titre La boîte à merveilles, c'est-à-dire le Maroc ou bien l'ancien Médina de Fès représente une boîte comme une boîte à jouets d'un enfant qui englobe ou bien qui inclut une certaine diversité, diversité religieuse, diversité culturelle, diversité au niveau diversité de race, etc., etc. C'est-à-dire quand on rentre à une ancienne Médina, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver différentes couleurs, différents parfums, différentes nationalités, différentes appartenances religieuses, etc., etc. Des nuages de benjoin emplissaient la maison et les crotales et les guembris nous empêchaient de dormir toute la nuit. Je ne comprenais rien au rituel compliqué qui se déroulait au rez-de-chaussée. De notre fenêtre du deuxième étage, je distinguais, à travers la fumée des aromates, des silhouettes gesticulées, ils faisaient tinter leurs instruments bizarres. J'entendais des yo-yo. Des yo-yo, c'est zrarit. Les robes étaient tantôt bleu ciel, tantôt rouge sang, parfois d'un jaune flamboyant. Les lendemains de ces fêtes étaient des jours mornes. C'est-à-dire, là, on va s'arrêter sur le regard que l'enfant jette sur la fête organisée par la Chouaf. Donc, malgré qu'il ne comprenne rien dans cette fête organisée par la Chouaf, mais il est attiré ou bien fasciné par le mouvement qui y se trouve, bien évidemment, c'est-à-dire c'est un enfant qui n'aime pas la stabilité, c'est un enfant qui n'aime pas la monotonie, qui n'aime pas la routine, mais c'est un enfant qui voulait bien être dynamique, voulait bien être en pleine mouvance, voulait bien connaître, voulait bien amasser des expériences, etc., etc. Il a dit, les robes, etc., etc. Donc, je me levais de bonne heure pour aller au Msid, école coranique située à 2 pas de la maison. Les bruits de la nuit roulaient encore dans ma tête, l'odeur du bain joint et de l'encens m'y livrait. Autour de moi rôdaient les genoux, les démons noirs évoqués par la sorcière et ses amis, avec une frénésie qui touchait au délire. Je sentais les genoux me frôler de leurs doigts brûlants. J'entendais le rire, comme par les nuits d'orage, mes index dans les oreilles, je criais les versets tracés sur ma planchette avec un accent de désespoir. Donc, le narrateur, il est désespéré, il est solitaire, donc il manque d'affectivité, il manque de mouvement, il manque de liberté, etc., etc. Les 2 pièces du rez-de-chaussée étaient occupées par la chouafa, donc là, le narrateur commence à nous présenter les principales locataires de la maison d'Al-Chouafa. Donc, habitaient Driss Ouad et sa femme Rahma et leur fille Zineb, d'un nom plus âgé que moi. Elle s'appelait Zineb et que je n'aimais pas. Toute cette famille disposait d'une seule pièce. Là, on revient sur la pauvreté, c'est-à-dire une famille constituée de 3 personnes se disposait d'une seule pièce. Rahma faisait la cuisine sur le palier. Nous partagions avec Fatma Bziouyeh le 2e étage. Nos 2 fenêtres faisaient vis-à-vis. Je m'arrête sur cette phrase. Donc cette phrase nous conduit directement à comprendre que le narrateur et sa famille manquent d'intimité. C'est que quand on a 2 fenêtres, nous et les voisins, 2 fenêtres qui font vis-à-vis, c'est-à-dire nous pouvons voir ce qu'ils font et ils peuvent voir ce que nous faisons. C'est-à-dire, il n'y a pas d'intimité, il n'y a pas de secret, il n'y a pas aussi de tout ce qui est personnel. Donc, la vie, elle est commune. Donc, le narrateur manque d'intimité, c'est-à-dire, il ne trouve pas plus de marge de liberté, plus de marge d'intimité. Nos 2 fenêtres faisaient vis-à-vis et donnaient sur le patio, un vieux patio dont les carreaux avaient perdu depuis longtemps
leurs émaux de couleur et paraissaient pavés de briques. Elle était tous les jours lavée à grand eau et frottée au balai de Doum. Les genoux aimaient la propreté. Les clients de la Chouafa avaient dès l'entrée une bonne impression de netteté, de paix et qu'invitaient à l'abondance, aux confidences, autant d'éléments qui aidaient la voyante à dévoiler plus sûrement l'avenir de ses clients. Donc, après, le narrateur va parler des jours bien évidemment mornes ou bien de la saison morte, de la morte saison pour la voyante. C'est-à-dire que cette voyante que tout le monde venait la consulter se réserve un axe de temps justement pour consulter elle-même. C'est-à-dire il va découvrir les mots que même sa science ne pouvait réduire. C'est-à-dire on présente une certaine critique pour les voyants, les voyantes, les fées, les sanctuaires, etc. C'est-à-dire, quelqu'un qui ne pourrait pas se faire guérir lui-même ne pourrait pas dévoiler l'avenir d'un client, de ses clients, etc. Donc, j'enchaîne. La Chouafa choisissait ces quelques mois de trêve pour s'occuper de sa santé propre à elle. Elle découvrait des mots que sa science ne pouvait réduire, voilà ce que je disais. Les diables l'hallucinaient, se montraient exigeants quant à la couleur des cartons. Je saute. J'avais peut-être 6 ans. Là, je vais m'arrêter sur j'avais peut-être 6 ans, sur ce qu'on appelle les modalisateurs. Donc, peut-être est un modalisateur. Sans doute, vous aviez déjà appris qu'est-ce que ça veut dire modalisateur. Mais, peu importe, je dois m'arrêter sur ces modalisateurs pour expliquer davantage. Donc, نسمى شوية العربية اشنو هما موداليزاتور هو واحد المجموعه نتاع التعابير اللي كيخليونا نفهموا كيفاش لاكسيون نتاع واحد لو فيرب سو في ou bien كيفاش اون اكسيون سو باس كيفاش واحد الفعل كيدوز بيان عندنا جوج لي موداليزاتور دو موداليزاتور ليكسيكو نشرحهم شنو هما modalisateurs lexicaux, ce sont les modalisateurs dérivés à partir d'une base lexicale, c'est-à-dire d'un seul lexème, c'est-à-dire d'un seul mot. Certainement, certainement, convenablement, n'est-ce pas? C'est un modalisateur. Ou bien, deuxième catégorie, c'est les modalisateurs grammaticaux, c'est-à-dire ce sont des modalisateurs formés à partir d'une phrase. Peut-être, il est possible, il se peut, il est certain, etc., etc. Donc, ce sont les modalisateurs. Donc, ce modalisateur, dans ce cas-là, utilisé par le narrateur et aussi avant le narrateur par Ahmed Sfrewi, il a sa valeur. C'est que il nous donne une idée générale sur l'écriture autobiographique. C'est-à-dire que cette mémoire qui ne peut pas se rappeler de l'âge exact, elle ne peut pas se rappeler bien évidemment de tous les souvenirs qui ont meublé sa vie. Là, on parle d'une problématique générale dans l'écriture autobiographique, on parle de, soi-disant, la difficulté de l'écriture autobiographique. C'est que cette difficulté nous mène à dire que l'autobiographie, étant donné comme une écriture qui se base sur la mémoire, manque d'objectivité. C'est-à-dire, cette mémoire qui ne peut pas contenir les souvenirs, qui ne peut pas se rappeler des souvenirs qui ont meublé sa vie, donc, de temps à autre, doit créer un événement pour assurer au texte sa cohérence, ou bien sa cohésion. C'est-à-dire, كل مرة نسينا واحد الحدث عندنا دو بوسيبيليتي نرجعوا ليه الا تفكرناه ولا الا ما تفكرناش راه خاصنا نضطروا اننا نعاودوا واحد الحدث نزيدوا c'est-à-dire نكذبوا دونك هنا l'objectivité de l'autobiographie اللي دوينا عليها في الاول في لو باكت autobiographique a été mise à nu c'est-à-dire هاد الكاتب ولا هاد السريد هذا اللي غيعاود لينا واحد القصه وغينسى مجموعه الاحداث دونك خاصو يزيد باش يضمن الاتساق والانسجام تاع لو تكست ديالو دونك هنا غتمشي ليه لو باكت اوتوبيوغرافيك اللي سناه مع القارئ وقال ليه راه غنقول لك كلشي في l'autobiographie. J'espère que le message a été bien passé.
Donc, ma mémoire était une cire fraîche où les moindres événements s'y gravaient en image ineffaçable. Malgré que le narrateur avoue qu'il avait une mémoire fraîche ou si grave, ou grave, bien évidemment, les moindres événements en image ineffaçable, mais il ne peut pas tout dire. Pourquoi? Parce que il y en a toujours une partie secrète de toutes les personnalités à travers le monde entier. C'est-à-dire, en tant que personne, je ne peux pas dire tout ce que j'ai ou bien tout ce que j'ai vécu. Pourquoi? Parce il y en a des éléments qu'on ne peut pas raconter. À cause de quoi? À cause de la société, à cause du regard de l'autre, etc., etc. Donc là, l'objectivité ou bien la véridicité de l'autobiographie est mise à nu. C'est que ce qu'on raconte dans l'autobiographie n'est pas une vérité elle-même, ou bien en elle-même, mais justement une vraisemblance. C'est-à-dire, عندها طابع أنها حقيقة وهي ماشي حقيقة. J'enchaîne. À 6 ans, j'étais seul. Peut-être malheureux, mais je n'avais aucun point de repère qui me permet d'appeler mon existence solitude ou malheur. Je n'étais ni heureux ni malheureux, j'étais un enfant seul. Donc le narrateur insiste sur sa solitude, c'est-à-dire la preuve c'est qu'il a répété pas mal de fois le mot seul, solitude, solitaire, etc. Cela, je le savais, point farouche de nature, j'ébauchais de timides amitiés. Donc d'où vient la solitude du narrateur? D'où vient cette angoisse ou bien cette anxiété? C'est que le narrateur n'avait pas d'amis. Il n'entretenait pas une relation adéquate ou bien une relation bilatérale avec les bambins de l'école. C'est-à-dire, ce n'est pas parce qu'il n'aime pas tisser des relations, mais parce qu'il est différent. C'est-à-dire, là, je parle ou bien je m'explique. Cet enfant ne s'intéresse pas à ce qui est concret. C'est-à-dire, ما كيهتمش بهذاك الشيء اللي واقعي. كيهتم بما هو مجرد ما كيهتمش بالواقع كيهتم بالمجرد ولكن صحابو كيهتموا بالواقع دونك كيقلدوا بواتهم كيقلدوا مواتهم كيقلدوا الفقيه كيقلدوا كل شيء هو ما بغاش يقلد اش بغى il cherche à reconnaître c'est-à-dire il cherche à bâtir un monde propre à lui il cherche à exploiter ou bien à explorer le monde des expériences بغا يستغل العالم تاع التجارب بحيث كل تجربه بدازت في حياتنا كتعطينا درس كنتعلموا منها donc le narrateur ne s'intéresse pas à ce qui est concret il s'intéresse à tout ce qui est abstrait c'est-à-dire que le portrait moral de Sidi Mohammed est le suivant c'est un enfant de 6 ans il est contemplatif il est solitaire il est soi-disant rêveur il veut connaître il ne veut pas imiter il cherche à bâtir un monde propre à lui pour s'échapper de l'hostilité du monde extérieur donc باش يهرب من الكراهيه العالم الخارجي خاصو يخلق واحد العالم خاص به هذا العالم اللي خاص به هو فين كاين في لا ريفري كاين في لا بواط ا ميرفاي كاين في tout ce qui est mouvement tout ce qui est حركه كاين في tout ce qui est action كاين tout ce qui est liberté en général كاين في الحريه بصفه عامه donc j'enchaîne. J'ébauchais de timides amitiés avec les bambins de l'école coranique, mais leur durée fut brève. Nous habitions des univers différents. Voilà, il le dit. Pardon. Pardon. Il a dit, j'ébauchais de timides amitiés avec les bambins de l'école coranique, mais leur durée fut brève. Nous habitions des univers différents. Voilà, il le dit, il avoue. J'avais un penchant pour le rêve. Voilà ce qui caractérise le narrateur. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire à propos de ce petit garçon? Donc on peut dire que le petit garçon avait déjà les traits d'un écrivain, c'est-à-dire avait déjà un regard de quelqu'un qui est averti, de quelqu'un d'un intellectuel, qui pourrait bien évidemment faire de son existence un roman, et le voilà la boîte à merveille. On enchaîne. D'un bleu céleste ou d'un rose soleil couchant, il aimait grignoter, voilà moi qui d'eau. Sucer, mordre à pleines dents, il aimait aussi jouer à la bataille, se prendre à la gorge avec des airs d'assassin, crier pour imiter les voix de leur père, s'insulter pour imiter les voisins, commander pour imiter le maître de l'école. Moi,
Je ne voulais rien imiter. Qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche à connaître. Il cherche la connaissance. Et voilà ce qu'on cherche, bien évidemment. Tout le monde cherche la connaissance. C'est-à-dire, on est là pour connaître. On est là pour apprendre. Pourquoi? Parce que chaque expérience pèse lourd dans notre existence. À travers cette expérience, une autre expérience, une troisième, plus quatrième, etc., plus quatrième, plus cinquième, plus sixième, ça va nous donner une expérience dans la vie. Ça va nous donner une certaine clairvoyance, c'est-à-dire une bonne manière, comment peut-on se soutenir dans une société ou bien dans un monde. Moi, je ne voulais rien imiter, je voulais connaître. Abdallah l'épicier, donc parmi tous les personnages de la boîte à merveille, le petit garçon narrateur, Sidi Mohamed, n'entretenait aucune relation, sauf avec Abdallah l'épicier. Donc, ce fameux Abdallah l'épicier qui va lui consacrer tout un chapitre, bien évidemment, je crois, le chapitre 5. Alors, c'est tout un chapitre qui parle d'Abdallah l'épicier, c'est-à-dire c'est un contateur. Donc, je disais, parmi tous les personnages de la boîte à merveilles, Sidi Mohamed aimait bien Abdallah l'épicier. Pourquoi? Parce qu'il lui raconte des histoires. C'est-à-dire, ce sont des histoires qui vont faire ou bien qui vont façonner sa personnalité. Il a adoré ces histoires. Il adore écouter Abdallah l'épicier. Abdallah l'épicier me raconta les exploits d'un roi magnifique qui vivait dans un pays de lumière, de fleurs, etc. Je saute. Mon père me parlait du paradis. Là, on parle de quoi? On parle de l'éducation traditionnelle. C'est-à-dire, dès notre jeune âge, nos parents, nos ancêtres, bien évidemment, nous apprenaient comment se soutenir, comment vivre, comment faire du bien pour aller au paradis. C'est-à-dire, ils ne cessent de nous parler du paradis, du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de la religion. Donc, c'est l'éducation traditionnelle. Alors, à l'opposé, donc, il y aura une éducation moderne, c'est l'école moderne. Donc, on peut parler de deux thématiques essentielles, ou bien d'une seule thématique, c'est une étude comparative entre l'école classique, c'est-à-dire l'école coranique ou bien le MSID, et l'école moderne, à savoir l'Madrasa b'tariqa jdida b'tariqa al-asriya. Je saute. Donc, en attendant, j'étais seul au milieu d'un grouillement de têtes rasées, de nez humides, dans un vertige de vocifération de versets sacrés. L'école était à la porte d'Erb Noual. Donc là, chaque fois qu'on trouve Derb Nouala, Derb Giaf, etc., etc., donc ce sont des lieux, ce sont des espaces qui existent, même actuellement. C'est-à-dire, là, l'auteur, Ahmed Sfraoui, ne fait pas seulement de son roman un récit plein d'événements, mais il fait aussi de son roman comme s'il s'agit d'une carte touristique. Même celui qui n'a jamais visité Fès, il peut être averti à propos de ces lieux, à propos de ces quartiers, de ces derbes, etc., à travers le roman La Boîte à merveille. Et voilà l'importance de l'écriture autobiographique. Donc je disais, je connaissais cette rue. Je savais qu'au fond d'un boyau noir et humide s'ouvrait une porte basse, d'où s'échappait toute la journée un brouhaha continu de voix de femmes et de pleurs d'enfants. La première fois que j'ai entendu ce bruit, j'avais éclaté en sanglots parce que j'avais connu les voix de l'enfer, telles que mon père les évoqua un soir. Ma mère me calma. Je t'en même prendre un bain. Donc attention. Dans ce passage, il y aura bien évidemment une description parfaite, une description minutieuse de quoi? Une description minutieuse du bain mort, ou bien de la scène du bain mort. Donc, ce bain mort, décrit en détail par le narrateur, représente une autre thématique de l'œuvre, à savoir l'exotisme. Donc, c'est la thématique de l'exotisme dans la littérature maghrébine d'expression française. Si pour les Africains, c'est-à-dire les Africains subsahariens, alors ils ont une thématique nouvelle traitée dans leur littérature ou bien dans la littérature noire, on dit c'est la folie dans la littérature maghrébine, africaine, pardon, ou bien on dit
la négritude comme thématique préférée par les écrivains de peau noire. Donc, dans cette littérature maghrébine d'expression française, il y avait une thématique essentielle ou bien une thématique très chère pour les écrivains, c'était le bain mort. Le bain mort qui a été présenté comme un lieu d'exotisme, comme un lieu où se mêle l'étrangeté, le merveilleux avec le réel, c'est-à-dire c'est un lieu que le narrateur a comparé à un enfer. Donc il a dit c'est l'enfer, c'est-à-dire quand il est rentré au bain mort, il avait un sentiment d'étonnement, il avait un sentiment de stupéfaction, il avait un sentiment de perte, il avait un sentiment d'anxiété, il avait un sentiment aussi de solitude. Donc il a dit je me sentis seul à jamais. Pourquoi? Parce que un garçon de 6 ans, à 6 ans, on sait bien de quoi parle-t-on. Donc un enfant de 6 ans qui se trouve au milieu de nombreuses femmes, comme il a décrit l'espace, des jambes allongées, des mamelles ballonnées, des échanges de coutumes, des échanges mystérieux, etc., etc. Donc le narrateur, alors, il a ressenti toute la solitude que l'on peut imaginer pendant cette scène du bain mort. Alors après, je passe sur, ou bien je vais m'arrêter sur une phrase bien spécifique. Je t'emmène prendre un bain, je te promets une orange et un œuf dur, et tu trouves le moyen de braire comme un âne. Donc, faites attention avec moi comment cette mère traite son fils. Donc, il le traite de tête d'oignon, de tête de moule, il le traite d'âne, il le traite de toutes les qualités, les qualités passives. C'est-à-dire que cet enfant manque d'affectivité de la part de sa maman. Donc, il n'entretenait pas une relation d'affectivité avec sa mère. Donc, comment peut-on imaginer qu'il ne se sent pas la solitude? J'enchaîne, je vais sauter bien évidemment. Le lendemain du bain, ma mère ne manquait pas de raconter la séance à toutes les maisons, à toute la maison, avec des commentaires détaillés. Donc, ce sont des scènes de médisance entre les femmes, en parlant du bain, en parlant de telle la tata, en parlant de telle femme, de tel monsieur, de telle dame, etc. Le patio ne suffisait pas à son activité. Il grimpait jusque sur la terrasse, tendait ses cordes. Donc là, le narrateur nous rappelle la dispute entre sa maman et Rahma à propos du linge. C'est-à-dire, on rappelle très bien que la mère du narrateur, c'est-à-dire Lala Zoubida, s'est mis d'accord avec Rahma que chacune d'elles, bien évidemment, fera le linge un jour, tout en laissant la marge, tout en laissant la marge à l'autre, un autre jour. Mais un jour, il y a eu une dispute entre Rahma et Lala Zoubida à propos du linge. Donc c'est une dispute qui représente une occasion pour la mère du narrateur de dévoiler ses racines ou bien de dévoiler ses origines berbères, ses origines. Il a même prétendu être descendante de la famille du prophète. C'est-à-dire ce sont des scènes de ménage que l'on peut trouver entre les voisines. Donc, الناس اللي في البلاد في العروبية par exemple غيفهموا مزيان هادشي غيفهموا مزيان هاد les scènes de ménage فاش كيبداو العيالات يتعايروا بيناتهم à propos du linge etc. Donc le soir quand le père rentre de son travail, donc la mère du narrateur lui demande est-ce qu'il va se taire, est-ce qu'il va garder son calme vis-à-vis de ce que Rahma avait fait pendant le jour. C'est-à-dire, toutes les femmes marocaines essayent d'introduire leur mari ou bien leurs enfants, leur progéniture et surtout hommes de sexe masculin dans leur querelle, etc., etc. Donc le deuxième chapitre, dans ce deuxième chapitre, il y en a quoi? Le narrateur, en revenant du Mcide,
Donc, il va trouver la Aïcha qui vient rendre visite à sa maman, tout en la convainquant d'aller visiter Sidi Ali Bourral. C'est-à-dire, donc cette visite de Sidi Ali Bourral qui représente la thématique de la superstition, à savoir la croyance aux guérisseurs, aux sanctuaires, aux temples, etc. Mais la façon dont le narrateur avait décrit bien évidemment, cette visite de Sidi El Bouralb était une façon minutieuse. C'est-à-dire, à la fois, il est critique, et à la fois, c'est une mise en valeur de la tradition marocaine enracinée dans les esprits, ou bien dans l'esprit du peuple marocain. Donc, il va dire, le mardi, jour néfaste pour les élèves du MSID. Pourquoi jour néfaste? Bien évidemment, c'est le moment de réciter, le moment de la récitation. فاش كنقراو في المسجد chaque mardi وكيكون واحد النهار كل جامع بوحدو يكون واحد النهار نتاع العراضه كنعرضوا فيه داكشي اللي حفظناه لا سيمين كامله. دونك هذا النهار هذا représente pour le narrateur كيمثل بالنسبه للسارد اللي هو سيدي محمد كيمثل ليه واحد النهار اللي كحل بالدارجه المغربيه، نهار كحل. بوكوا الفقيه هذاك الفقيه فاش شي واحد ما كيعرفش يعرض داكشي اللي حفظ كيشدو كيسلخو. اون سو رابيل كو راه قلتها في الاول، je l'ai dit au début, je disais que Sidi Mohamed est pris entre de nombreux espaces clos. parmi هاد les espaces هذا هو محصور ما بين مجموعه الفضاءات اللي هي كلها فضاءات ضيقه. من بين هاد الفضاءات الفضاء نتاع المسجد اللي هو الجامع فين كنقراو القران والحديث اتسيتيرا. دونك فاش كيمشي للجامع اش كيلقى حداه واحد الفقيه باللحيه سني با كوم موا وعنده واحد العصيه طويله une longue baguette. Donc le jour du mardi, alors il commence à distribuer des coups de baguette sur ou bien n'importe où pour les enfants ou bien pour les apprentis ou bien pour les apprenants du Coran qui n'arrivent pas à réciter ce qu'ils ont appris déjà. Il faisait froid, ma nuit avait été peuplée de cauchemars, des femmes échevelées menaçaient de me crever les yeux, m'envoyaient au visage des pires injures. Parfois, l'une d'elles me lançait à travers la fenêtre et je m'enfonçais lourdement dans le vide. Je criais, une main combien douce se posa sur mon front. Donc là, après avoir nous présenté le mardi, le jour du Msid, le narrateur nous emmène vers le monde de la nuit, c'est-à-dire vers ses rêves, vers ses cauchemars plutôt. C'est-à-dire que les personnages ou bien les personnes avec lesquelles il n'entretient pas de relation dans la vie externe, dans le monde extérieur, il lui arrive de les rencontrer pendant la nuit, c'est-à-dire dans les rêves. On arabe. هادوك الناس اللي ما عندوش علاقه معاهم في العالم الخارجي، هادوك لي فوازين اللي عايرو نهار دخل للطواليت وانسى ما كبش الماء، هادوك الناس اللي كيتم دايز من حداهم كيقيس شي حاجه كيقول ليه سير البرهوش سير هذاك جو سي با واش هادشي اللي قريتو واش هادشي اللي تعلمتو. دونك كلنا دزنا من هاد المرحله هادي فاش تم غادي في السوق باغ اكزومبل شي واحد كيبيع السكن قصتي ليه الصاك اقل ما يمكن يقول لك سير البرهوش الاخر ولا ديه معاك انت مالك ولا هادشي اللي كتقرا واش هاد الاداب ايتترا ايتترا. دونك سي سين هادوك لي ميم سين alors que le narrateur vit pendant le jour, il lui arrive de les rencontrer à nouveau pendant les rêves, ce qui fait pour lui un cauchemar. C'est-à-dire, la vie du narrateur passe entre les cauchemars, coule entre les cauchemars. Cauchemar pendant le jour, réel, et cauchemar pendant la nuit, quand il fait des rêves, quand il lui arrive de rencontrer les personnes du monde extérieur. Le matin, je me rendis au Msid selon mon habitude. Le frère avait son regard. De tous les mardis, ses yeux n'étaient perméables à aucune pitié. Je décrochais ma planchette et me mets à annoncer les 2 ou 3 versets qui étaient écrits. À 6 ans, j'avais déjà conscience de l'hostilité du monde extérieur, du monde et de ma fragilité. Donc, comment il est, Sidi Mohamed? Il est fragile, il est solitaire. Fragile, et il a connu aussi l'hostilité du monde extérieur. Voilà ce que je disais.
قلت بأن سيدي محمد ما كيربطش أي علاقة مع العالم الخارجي، كيبان ليه هذاك العالم الخارجي بأنه عالم كريه، ماشي كريه بمعنى الرائحة، كريه ستادير عالم خارجي كيرفض الطفل. دونك فاش كنا صغار كنجيو ندويو حدا والدينا كيقولوا لنا سكتوا انت باقي صغير. دونك هذه لوستيليتي دو موند، c'est-à-dire هذاك العالم adultère، العالم نتاع لو موند des adultes n'accepte pas l'enfant, n'accepte pas Sidi Mohamed. Raison pour laquelle il a dit: à 6 ans, j'avais déjà conscience de l'hostilité du monde et de ma fragilité. Je connaissais la peur, je connaissais la souffrance de la chair, au contact de la baguette du conassier, baguette de frais. Mon petit corps tremblait dans ses vêtements trop minces. J'appréhendais déjà le soir consacré aux révisions. Je devais, selon la coutume, réciter quelques chapitres du Coran que j'avais appris depuis mon entrée à l'école. À l'heure du déjeuner, le maître me fit signe de partir. J'accrochai ma planchette, j'enfilai mes babouches et je m'attendais à la porte du Msid et je traversais la rue. Ma mère reçut Ma mère me reçut assez froidement. Je m'arrête sur cette phrase. Froidement. Donc c'est un modalisateur lexical bien évidemment qui montre la manière dont la mère reçoit son enfant le soir quand il revient du MSID. Comment il a été reçu? Il a été reçu froidement. Normalement, un enfant qui revient de l'école ou bien du MSID, on le reçoit chaleureusement. C'est-à-dire pour qu'il comprend, pour qu'il comprenne que l'éducation est une partie intégrante, est une